Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et je suis aujourd'hui avec Pierre. Bonjour Léa. Et nous avons lu la trilogie de la quête d'Ewilan de Pierre Bottero, parue en 2003 chez Rajo. Alors, on continue notre exploration de la littérature populaire avec un pilier de la littérature jeunesse française de notre jeunesse, à moi et puis à Pierre, qui est Ewilan. Je pense que ça parlera tout de suite aux gens un peu de notre génération, mais juste pour rafraîchir la mémoire à tout le monde, la quête d'Ewilan, ça raconte l'histoire de Camille Duciel, une adolescente de notre monde qui découvre qu'elle est en réalité Ewilan Gilsayan, originaire du monde parallèle de Gwendalavir. Elle possède le don du dessin, une capacité magique qui lui permet de matérialiser ses pensées, de faire passer les choses qu'elle imagine de l'imaginaire à la réalité. Et elle est la meilleure dessinatrice, la dessinatrice la plus douée de cet univers. Ewilan se lance donc dans une quête pour libérer les figés des dessinateurs pétrifiés et sauver Gwendalavir des terribles Tzlich, créatures ennemies, puis pour libérer ses parents dans le 3e tome. Accompagnée de son ami Salim, un garçon espiègle et loyal, ainsi que d'alliés rencontrés au fil de l'aventure comme Bjorn, Edwin ou Elana, elle traverse de nombreux dangers lors de 2 voyages au cœur de Gwendalavir. Et pour mieux expliquer ce que c'est que le dessin dans l'univers de Bottero et de Gwendalavir, je vais tout de suite citer un passage qui est au début du 1er tome. Un barrage se rompait dans son esprit et le pouvoir déferlait en elle. Elle comprit le dessin comme si elle l'avait toujours pratiqué, comme si elle avait toujours fait partie d'elle. Toutes ses nuances, toutes ses arcanes, toutes ses potentialités devinrent évidents. Elle s'ouvrit au don. Salim la vit se mettre debout sur le chariot. Bjorn finissait de régler son compte à son adversaire et plus loin Edwin, déchaîné, épaulé par Hans et Baniel, réduisait en bouillie les bandits restants. Les survivants durent se dire qu'ils en avaient assez. Sans se concerter, ils firent volte-face pour s'enfuir. L'orage naquit alors dans l'esprit de Camille. D'abord gigantesque, elle en redessina les contours, le réduisant jusqu'à ce qu'il atteigne la taille voulue en conservant sa puissance. Les fuyards se croyaient saufs, leurs chevaux étaient rapides, et le monstrueux guerrier qui avait éliminé tant de leurs compagnons ne les poursuivait pas. Mais le ciel limpide de l'aube naissante se couvrit brusquement. Des nuages noirs, ondulants et menaçants, s'amassèrent au-dessus de leurs têtes tandis que, 10 mètres plus loin, le soleil apparaissait, l'enfer se déchaîna, des trombes d'eau s'abattirent sur eux. En quelques secondes, le sol devint un bourbier où les chevaux, affolés, s'enlisèrent. Dans un affreux enchevêtrement, hommes et animaux s'effondrèrent, puis, aussi soudainement qu'il était apparu, l'orage disparut. Couverts de boue, les pillards se relevèrent péniblement et s'éloignèrent tant bien que mal. Les spectateurs ne leur accordèrent pas un regard. Leurs yeux étaient tournés vers Camille. Elle était toujours debout, dans le chariot, les bras levés vers le ciel. Les premiers rayons du soleil se prirent dans ses cheveux qui se nimbèrent d'or. Elle éclata d'un rire sauvage et émerveillé. Son héritage retrouvé, comblait en elle un gouffre invisible. De nouveau entière, elle rayonnait de joie. Certains diront que c'est Harry Potter qui ont marqué leur jeunesse. Moi, c'est vraiment Ewilan. J'alternais vraiment entre Harry Potter et Ewilan, mais je pense que Ewilan, c'était un peu mon chouchou. Toi, quelle place ça avait, Ewilan, dans tes lectures de jeunesse? Alors en fait, c'est assez particulier parce que moi j'ai eu tendance à avoir un rapport un peu boulimique à cette littérature adolescente. Ewilan faisait évidemment partie des références et peut-être même c'était la littérature jeunesse qui a le plus marqué mon adolescence, mais en fait qui est accompagnée de beaucoup d'autres. On en parlera aussi, mais bon, j'ai eu l'occasion de lire Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, bon Harry Potter évidemment, Le Seigneur des Anneaux ça en faisait aussi partie, l'heroic fantasy anglaise avec Moorcock, aussi d'ailleurs la recherche de Sénat, qui était donc en fait c'était la grande mode, disons Tara Duncan, des univers parallèles, et Ewilan avait quand même ce caractère particulier déjà, c'est drôle parce qu'à l'époque j'en apercevais quand même, c'était une des rares sagas françaises, c'est-à-dire que la plupart des choses que je lisais, c'est des choses qui étaient traduites, et Ewilan avait ce cachet comme ça, voilà, où en fait on trouvait un univers référentiel qui était peut-être plus proche en tout cas du mien, puisque en fait il y a des parties qui se passent dans le monde réel et qui est un monde français par opposition à, je sais pas, je prends la charge de Sénat qui se passe en fait aux États-Unis et qui est déjà pour moi un autre monde. Ewilan, c'est quand même une saga jeunesse qui a une place assez particulière, non seulement juste parce qu'on les a lus et on a beaucoup aimé ça, mais aussi par l'aspect un peu tragique de l'histoire de l'auteur, parce que Pierre Bottero, il commence à être édité en 2001, donc en 2001 j'avais environ 7 ans, et il meurt en 2009, et là j'ai 15 ans, d'un accident de moto, donc vraiment accidentel, mort accidentelle. Moi j'ai un souvenir que tout d'un coup, ça y est, ça s'arrête, quoi.
Mais c'est vrai que si on parle de ce rapport-là émotionnel à Botero, moi, il y a 2 souvenirs qui sont associés à sa découverte. D'abord, il se trouve que j'avais un professeur, quand j'étais en classe de 5e, qui me demandait de faire une fois par mois des fiches de lecture. Et je me souviens avoir comme ça passé un peu mon année de 5e, faire des fiches de lecture sur les volumes des Willan. Alors, au départ, il y avait un caractère en plus pour moi assez impressionnant, parce que c'est des livres qui font, je sais pas, 300-400 pages, et voilà, je lisais de manière assez polémique. Et puis, en plus, je me retrouvais comme ça, devoir expliquer avec passion à mon enseignant tout ce monde au nom très farfelu dont on reparlera. Et le deuxième souvenir, c'est l'annonce de sa mort. En fait, il est mort en 2009. J'étais en fin de seconde, début de première, et il se trouve que c'est une de mes premières petites amies qui m'a annoncé la mort de l'auteur. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme la fin, en fait, d'un monde. C'est un truc assez intéressant, c'est que c'était juste au moment où au lycée, tu dois commencer à lire un peu des vraies œuvres, où on te dit que la littérature jeunesse, c'est fini. Et ce qui est intéressant, alors c'est une histoire assez rigolote à raconter, sur TikTok. J'avais participé à une tendance TikTok où c'était un carrousel où tu avais 2 images. La première image, c'était un tweet qui disait il ne faut pas sous-estimer le lien entre une jeune fille et le livre de littérature jeunesse médiocre qu'elle a lu quand elle était ado. Et donc moi, je prends ce tweet et je mets La quête des Willan, et je me suis fait défoncer. J'ai dû couper les commentaires parce que j'avais osé dire que Willan, c'était de la littérature jeunesse médiocre. Alors que, en fait, la vérité derrière tout ça, c'est que j'avais même pas lu le mot médiocre. En fait, j'avais vu le lien entre une jeune fille et la littérature jeunesse qu'elle a lue quand elle était... Mais vraiment, les fans de Botero me sont tombés dessus. En mode, comment oses-tu? Et ça m'a quand même attisé ma curiosité de pourquoi on a ce rapport quasiment fanatique à cette œuvre. Ce qui est assez étonnant, c'est de la littérature, hein, c'est pas du foot. Mais et là, j'ai vraiment voulu le relire en me disant, mais moi-même, je suis un peu fanatique de cette œuvre, donc pourquoi, enfin, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort et tout ça? alors ça, je pense que c'est lié à quelque chose qui est très particulier, mais qui s'explique un petit peu, qui est lié à la littérature de genre, qui a pas les mêmes codes émotionnels que la littérature dite blanche. Ou d'ailleurs, moi, en passant, moi, je suis très content d'avoir eu l'occasion de relire La quête des Willan, parce que une des choses dans laquelle je crois de plus en plus, c'est que la littérature, dans l'absolu, enfin, les frontières ou les barrières qu'on met sont finalement assez poreuses. Mais ce que tu racontes là, c'est qu'en fait, il y a quelque chose d'affectif très fort qui se joue dans les Willan, précisément parce que le monde que construit l'auteur, en fait, on est invité à s'y rendre quasiment directement, et de la même manière qu'on trouve la même chose pour Harry Potter ou pour Tolkien, c'est des œuvres en fait dans lesquelles on se projette tellement et on investit tellement un moment de notre construction identitaire, qu'en fait elles ont un caractère culte ou sacré, quoi. Et dans mon cas, je pense que c'était vraiment un refuge. On en parlera quand on parlera de la question des mondes parallèles, mais moi, ça, je les ai lus au collège, une période de ma vie qui n'était pas ultra simple à vivre, comme tout le monde, j'imagine. Et c'était vraiment genre, la vie réelle est trop dure, trop intense, je comprends pas ce qui se passe autour de moi. Je vais lire un livre où ça se passe totalement ailleurs, les questions sont totalement différentes. J'ai plusieurs théories sur la raison pour laquelle Botero et Willan ont cette aura-là. Il y a certaines personnes qui disent que Botero a particulièrement bien compris les aspirations des adolescents de cet âge-là. En fait, en gros, il a bien parlé à nous de l'époque. Il y a des gens qui disent que c'est particulièrement bien écrit par rapport au reste de la littérature jeunesse. Et puis, il y a un dernier truc que j'ai lu quelque part, c'est que c'est une prose qui serait particulièrement philosophique, poétique, avec une réflexion sur l'art. On va un peu essayer de voir ces 3 pistes. Est-ce que c'est pour ça que c'est si bien, et Willan, est-ce que c'est pour ça que c'est si populaire, et que même aujourd'hui en tant qu'adulte on y revient avec beaucoup de plaisir? Et il faut quand même dire que c'est vraiment une expérience de lecture, je le dis tout de suite, qui est très étonnante et que j'avais rarement fait. C'est que j'avais beaucoup lu les mondes, tout est Willan, tout Botero quand j'étais adolescente, et il y a un moment où j'ai dit c'est fini. Je crois que mes parents m'avaient demandé de vider ma bibliothèque pour faire de la place, et j'avais tout donné à Gilbert Joseph. Et je m'étais débarrassée de tous ces livres, et donc franchement entre mes 16 ans et aujourd'hui, c'est-à-dire quand même quasiment 15 ans, je n'y avais plus touché. Ça, c'est un acte de rupture très fort, et c'est intéressant que tu dises ça parce que, en fait, je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Toi, t'as fait ça de manière très symbolique et en disant, ces livres-là, je vais les vendre, ce sera fini. Moi, ça s'est fait vraiment davantage en douceur. Il se trouve que j'avais une bibliothèque de presque, allez, on va dire entre 80 et 100 titres,
de littérature jeunesse dont faisait partie Willian, et donc précisément j'ai toujours un peu refusé de me séparer. Et puis ensuite, les déménagements successifs ont fait que c'est retrouvé dans des cartons, et en fait à un moment donné ces cartons-là ont été déplacés, etc. Ce qui fait que là d'ailleurs j'ai dû racheter. Ça m'a fait un peu un choc. C'était vraiment, j'aurais aimé les relire dans l'édition dans laquelle je les avais découvertes. Et d'ailleurs, t'as une magnifique édition, hein, il faut le parler. Enfin, donc pourquoi c'est si bien? Je pense que la première raison pour laquelle c'est si bien, et c'est comment je l'ai vécu moi à l'époque, c'est que ça permettait de s'évader dans un monde merveilleux. Parce que c'est pas comme Tolkien où tout se passe dans un monde, mais en fait qui n'a aucun rapport avec le nôtre. Là, il y a la possibilité super de pouvoir s'évader dans le monde, dans un monde de haute fantasy, quoi. Oui, c'est vrai, et cette histoire du monde parallèle, c'est un peu un des topoïdes de la littérature, disons, adolescente. On le retrouve pour les choses les plus connues. Bon, Harry Potter, il y a une scène très marquée, c'est la voie de 9/3. Et d'ailleurs, Harry Potter, je sais pas si vous vous rappelez, mais la première phase du premier volume, c'est les Dursley habitaient au 4 Privet Drive. C'est des gens très normaux. D'ailleurs, les Dursley, en fait, incarnent cette normalité, ils en sont très fiers. Le père, je sais plus quoi, ils vendent des radiateurs, des aspirateurs, etc. Et évidemment, il y a un contraste très fort entre le monde des Dursley et le monde magique de Poudlard. Dans les William, on va trouver exactement la même structure. Elle s'appelle quand même Camille Duciel par rapport à Ewilan Gilles-Saillant, qui s'appelle sa nouvelle identité. Donc, et puis les parents d'Ewilan sont tellement froids, horribles. Ils sont horribles à tel point que ça devient presque caricatural. Mais en tout cas, et puis on a des scènes à l'école, on a des scènes dans des banlieues tristes. Alors, je précise, c'est les parents adoptifs. Et elle va aller chercher ses vrais parents. Donc, dans le 3e tome, elle redécouvre ses vrais parents. C'est la dernière scène, quoi. Quel adolescent n'a pas rêvé de se recréer une famille comme ça à ce moment-là? Donc, mais ce motif-là, on va le retrouver dans d'autres sagas très connues. Les Chroniques de Narnia. Une armoire, va servir de porte vers un autre univers. Il y a 2 options par rapport à ça. C'est-à-dire que soit on a la quête identitaire qui se construit entièrement dans notre monde, et dans ce cas-là, en fait, l'ancien monde, le monde réel finit par disparaître. Soit à l'inverse, les personnages reviennent dans le monde réel, forts d'un savoir qu'ils ont pu acquérir dans le monde parallèle. D'abord, on la découvre quand elle est dans notre monde. Sa vie est finalement assez terne et ses parents adoptifs ne l'aiment pas tellement. Elle a un ami, Salim, et c'est finalement la seule chose belle de sa vie. Et elle est décrite comme quelqu'un d'extrêmement intelligente que ses profs finalement détestent un peu parce que elle est totalement, elle est beaucoup trop précoce par rapport au lycée au collège où elle est. Il y a toute la scène avec le prof de mathématiques qui est vraiment pas une scène excellente où il teste son potentiel et à la fin, il se rend compte qu'elle est plus intelligente que lui, donc il a un peu les boules. Une scène ajoutée. Hein. C'est une scène ajoutée? Mais oui, évidemment que c'est. Enfin, pardon. Mais oui, il faut qu'on y revienne. Mais oui. En fait, ce qui d'ailleurs, je trouve dénature. Enfin, je vais pas exagérer non plus. Mais c'est-à-dire qu'il y a une scène qui a été ajoutée au début du premier chapitre par l'auteur au moment de la réédition des textes. Je pense pour aussi du fan service. Hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de développer encore davantage le personnage d'Ewilan. Mais le défaut de cette scène-là, en fait, c'est qu'elle vient en fait répéter des enjeux qui vont être annoncés juste après. Ce qui fait qu'on aura vraiment un triple départ, puisque on a cette première introduction là, puis ensuite la deuxième véritable introduction, et enfin la troisième introduction de Gwendalavir. Donc c'est ça qui est un peu dommage dans cette scène ajoutée, qui effectivement. Mais Ewilan va revenir à plusieurs reprises dans notre monde, c'est-à-dire pas Gwendalavir, une première fois pour aller chercher son frère aîné, qui est censé être l'élu. En fait, à l'origine, dans le premier tome, il y a cette idée qu'en fait, elle est là que pour aller chercher son grand frère, qui forcément, si c'est son grand frère, il doit être beaucoup plus mature dans son art du dessin. Et on se rend compte à la fin du premier tome qu'en fait, non, il est incapable de dessiner comme elle n'est capable. Et ensuite, dans le 3e tome, pour une raison qui est un peu annexe et pas très bien foutue, elle doit encore à nouveau revenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté où, en fait, la vie a continué pendant toutes ces aventures. Et elle est considérée comme une personne disparue, comme Salim, comme son ami Salim, qui aussi a disparu avec elle. Et tout d'un coup, on se retrouve dans des situations où ils reviennent avec Bjorn, et le pauvre Bjorn, il finit en garde à vue. Et moi, j'ai le souvenir, quand j'étais ado, mais même aujourd'hui, quand je les ai relus, que c'était vraiment les passages les plus faibles, parce qu'en fait, le plaisir qu'on a à lire Ewilan, c'est quand même beaucoup plus le plaisir d'explorer Gwendalavir, quoi. Alors, pour le premier volume, moi, je serais pas de cet avis-là, mais on en reparlera peut-être. Pour la scène, en fait, c'est vrai que pour le premier volume, les scènes dans le monde réel, en fait, permettent justement de créer un effet de contraste, à mon sens, très intéressant, et qui est plutôt bien exploité par l'auteur, entre d'un côté des enjeux très quotidiens. Ah, moi, j'ai un partiel de dessin dans pas longtemps, excuse-moi, Serette, je peux pas te rejoindre. Et Ewilan
qui se dit mais mon Dieu, moi en fait je dois sauver le monde. Donc c'est assez amusant ce contraste-là. Paradoxalement, dans le volume 3, on a justement cette scène où le retour au vrai monde, là, est à mon sens assez amusant parce que en fait ça dégrade complètement l'image qu'on peut avoir des personnages, à savoir qu'on a un personnage, le chevalier, qui d'un coup en fait est traité comme quasiment comme potentiellement un pédophile, un enleveur d'enfants. Et là, je trouve ça très fort, mais en même temps, pour le coup, ça crée un décalage trop marqué. Et en fait, c'est vrai que finalement, l'ancien monde est perçu comme un support, assez dégradant. On a fait un épisode il y a assez longtemps dans Torchon sur Murtag, qui était la suite des Ragons. Et là, un truc que j'ai beaucoup apprécié dans la quête des Willen, en contraste avec Murtag, c'est le fait que Gwendalavir est donc un monde parallèle avec donc comme c'est un monde parallèle, Botero doit tout recréer, tu vois, il doit y créer des espèces animales, il doit recréer toute une société qui est basée sur, disons-le, Tolkien et puis Tolkien, enfin tu vois, on est quand même. Mais ce qui est super agréable, c'est que c'est fait en passant de manière très succincte et c'est pas ultra lourd avec full de détails et un détail puis un autre détail puis un autre détail, alors que vraiment il y a des auteurs de fantasy qui en fait font des pages et des pages et des pages de description et ça empêche d'apprécier l'œuvre. Là, c'est très rapide, mais je pense parce que c'est de la littérature jeunesse en fait. Enfin, c'est un point de narration qui est en fait qui est quasiment de narration, on pourrait dire environnementale, et qui je trouve une des réussites du roman, c'est-à-dire que on ne découvre pas Gwendalavir par justement des descriptions, mais au contraire, lorsque l'univers se présente à Willan. Par exemple, d'un coup, elle veut dessiner, elle ne veut pas dessiner. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce qui s'appelle les gommeurs qui est là. En fait, alors évidemment, en plus avec un truc assez intéressant qui sont les annexes qui te présentent aussi les choses qui vont potentiellement arriver dans les scènes qui vont venir. Parce que l'univers paraît vraiment vivant parce qu'il se déploie en fait en permanence sous les yeux du lecteur. Et par ailleurs, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a parfois des petites considérations socio-économiques. Je prends un exemple qui m'a marqué, c'est que Bjorn, donc qui est présenté comme une sorte de chevalier errant, une sorte de Don Quichotte comme ça dans cet univers-là, à la fois glorieux en même temps peu pitoyable. Et à un moment donné, on lui demande mais Bjorn, comment est-ce que tu fais concrètement pour vivre ? Et Bjorn, là, il est cash, il dit en fait mes parents sont très riches. Ouais, c'est un nouveau baby. et ça j'ai trouvé ça intéressant parce que oui, et en fait et surtout qu'il y a un truc très drôle, c'est qu'il dit en fait pour participer à des quêtes, en fait il faut être riche. Et d'ailleurs, il est question de l'analyste, Maître Douom, qui a une bourse, qui en fait va évidemment financer le voyage. Et ça, c'est drôle parce que moi, je me rappelle déjà enfant, je m'étais dit mais mon Dieu, en fait là concrètement, parce que c'est vrai que dans les mondes parallèles, souvent mais la question de l'argent n'apparaît pas. Là, chez Willan, elle est mentionnée. C'est vrai. Et puis il y a des marchands qui sont emmerdés parce que c'est la guerre, donc ils se font piller les trucs. Enfin, c'est assez bien fait. Et même, je sais pas si tu te rappelles, dans l'Arche, là, il y a un village touristique autour d'un monument. Qui veulent des schmonces, c'était là genre. Et puis on est là genre la moitié des habitants de ce village ils sont aubergistes et la moitié vendent des souvenirs pour touristes. Waouh. Oui. En fait, c'est Disneyland, mais ouais, non, c'est très impressionnant. Enfin, Non, mais tout ça pour dire que ce monde, en fait. Il y a du tourisme. Mais oui. Mais parce que ce monde de Gwendalavir, et c'est ça la force de Pierre Bottero, c'est que, en fait, il se déploie devant nous et il est réel, et il est crédible, en fait. Ouais. Même si, évidemment, on y reviendra, il y a des choses qui sont plus grotesques que d'autres. Je pense qu'on devrait revenir à un autre point qui était très intéressant sur pourquoi c'est si bien comme livre. C'est la question du dessin. C'est-à-dire que c'est quasiment l'unique point un peu original de cette série. C'est, en fait, les pouvoirs magiques. D'habitude, les pouvoirs magiques sont liés à une tradition littéraire. Et là, c'est quand même assez inédit, l'idée du dessin. C'est-à-dire que Willan imagine quelque chose très fort dans sa tête et paf, ça apparaît grâce à un troisième monde parallèle. En fait, il y a un monde parallèle dans le monde parallèle qui sont des sortes de chemins qui lui permettent d'imaginer des choses et les rendre concrètes et les rendre réelles. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, moi, quand j'étais ado, j'étais fascinée parce que je pense que c'est aussi un fantasme très profond de se dire waouh, si j'imagine ultra bien quelque chose, la chose va se passer, quoi. C'est quasiment de la manifestation. On est dans le développement personnel. C'est de la pensée positive plus. Exactement. C'est non, mais c'est vrai qu'en fait, pour le dire rapidement, cet art du dessin en fait s'incarne à travers, disons, trois qualités qui sont la volonté, la créativité et le pouvoir. Le mélange de ces trois choses fait que, selon la qualité du dessinateur, la précision d'imaginer un objet est requise, et ensuite ça permet de faire basculer l'objet comme ça dans la réalité
Et c'est vrai que moi, c'est évidemment la chose que je trouve la plus puissante ou la plus intéressante, parce que en fait, Pierre Bottero propose littéralement, une conception métalittéraire. C'est-à-dire qu'en fait, le dessin devient évidemment un avatar de la création en général et de la création littéraire en particulier, puisque lui, ce qu'il va faire, c'est précisément accoucher d'un monde et le faire basculer dans la réalité ou plutôt dans l'imaginaire de ses lecteurs. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les Whelan, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'en fait, le roman interroge l'effet qu'il provoque chez le lecteur. En fait, comme tout le monde peut-être, ou comme beaucoup d'enfants, avant de dormir, une des choses que je pouvais faire, c'était m'imaginer dans Gwen de la Vire. Et ainsi, en fait, me représenter dans ce monde-là, et puis peu à peu, mon imagination se transforme en rêve. Et en fait, on est littéralement invité à faire ça, puisque dans ce monde-là, tout passe par la créativité. Et c'est ça qui est, et c'est-à-dire qu'un dessinateur peut être très talentueux s'il n'a pas d'imagination. Eh bien, c'est impossible. Et le mot d'imagination était d'ailleurs un des premiers titres de l'œuvre, il appelait ça les sbires de l'imagination, des spires de l'imagination. Bon, finalement, on a préféré la quête des Whelan qui était plus, je pense, classique. Mais cette question d'imagination-là, c'est évidemment la qualité première et qui se retrouve, en fait, dans tout, le dispositif narratif de l'œuvre, puisque, encore une fois, l'œuvre préexiste, la quête des Whelan est même réelle, c'est-à-dire que le récit est une histoire au sein de Gwen de la Vire. Et ça, on le voit à travers les introductions, où la geste des Whelan est racontée comme ça, à la fois aux étudiants d'un universitaire Gwen de la Virien, et puis aux lecteurs, quoi. Par ailleurs, il y a encore 2 points qui montrent bien le génie, on va dire, métalittéraire de Pierre Bottero. C'est, je trouve, le traitement assez novateur des légendes arthuriennes au sein de la quête des Whelan. Moi, je l'ai trouvé pénible, ça. En fait, t'as trouvé ça pénible, mais peut-être parce que t'as été moins sensible que moi, peut-être, à Chrétien de Troyes et en gros à la geste arthurienne. Mais ce que j'ai trouvé amusant, c'est que en fait, il y a une sorte de porosité qui se crée entre le monde réel et le monde imaginaire à travers précisément un récit fictionnel qui a un récit légendaire, qui est le récit d'Arthur. Il faut expliquer que en fait le personnage de Merlin est en fait un personnage aussi dans plus ou moins le 3e tome de la quête. Mais qui est annoncé dès le premier tome. Qui est annoncé dès le premier tome, mais en fait Merlin est un dessinateur dans le monde de Gwen de la Vire. Il s'appelle Merwin, et en fait Viviane existe aussi, et Pierre Bottero va imaginer en fait une autre histoire, alors histoire d'amour, qui est très courtois et tout ça. Non seulement le monde de Gwen de la Vire existe en dehors, entre guillemets, de la quête des Whelan, mais les personnages eux-mêmes existent en dehors du récit de Pierre Bottero. C'est-à-dire que, en fait, si on résume bien le schéma narratif qui est assez complexe de Whelan, on aurait en fait Pierre Bottero qui serait là pour mettre en scène et retranscrire des légendes de Gwen de la Vire, mais que, en fait, les personnages des Whelan seraient quasiment des acteurs. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on suggère à la fin des annexes, qui sont des annexes comme tout bon récit de fantasy qui se respecte, dans le 3e volume, en fait, on a des entretiens avec des personnages. Donc, on a un intervieweur qui va faire des entretiens avec Elena, avec Doom, et en fait, on va découvrir que, en gros, ce que les personnages ont l'air de dire, c'est que, oui, grosso modo, le récit de Pierre Bottero est fidèle, mais pas tant que ça. Mais qu'en fait, finalement, il y a eu des choses qui ont besoin d'être dites, d'être précisées. Donc, en fait, ça donne une sorte de profondeur supplémentaire, même si elle est un peu déceptive. Ouais. Mais moi, c'est la première fois, et ça, c'était quand même important, c'est que le côté métalittéraire, c'est très à la mode. Dans la littérature dite blanche, c'est un truc qu'on fait très souvent. Ouais. Dans la littérature jeunesse, moi et Whelan, c'est la première fois qu'on faisait ça. Mais après, j'ai l'impression que c'est en plus de ça très traditionnel, parce que pendant très longtemps, dans l'histoire du roman dans son ensemble, mais c'est l'idée que, en fait, le roman étant un genre qui est tellement mal vu, et dans les Liaisons dangereuses, je crois que à l'origine, dans la préface initiale, le mec dit comme des lettres retrouvées. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, on est dans un truc assez ancien qui est genre non, en fait, ce que vous êtes en train de lire, c'est pas inventé, c'est juste retranscrit, quoi. Oui, mais il y a quand même une différence fondamentale, c'est que en fait le pacte, on passe en lisant les lettres de la religieuse portugaise ou les Liaisons dangereuses, c'est pas le même que quand on lit la littérature jeunesse, fantasy. Et puis il y a la raison, ils veulent faire quelque chose de réaliste, ils disent non mais je suis en train de raconter quelque chose qui est réaliste. Là, ce qui est marrant, c'est que on est dans la fantasy, mais il fait ça. Je propose qu'on utilise cette histoire de métalittérature pour passer de pourquoi on a beaucoup aimé à notre plus grande déception. Et moi, ma plus grande déception, c'est quand même ce métatexte qui est claqué au sol. Enfin, vraiment, mais parce que les passages de métalittérature, comme tu dis, les trucs qu'il a ajoutés après les premières éditions, mais ça vont en contradiction totale avec la vibe du livre. Par exemple, l'interview de Duhomme, donc le vieux sage qui est là pour aider Ewilan à mieux comprendre ses dons, qui a un rôle quasiment un peu genre de Gandalf, de vieux sage. Et là, tout d'un coup, il passe pour un vieux vicelard. Je suis là genre, mais
Pierre Bottero, qu'est-ce que tu as fait? Stop! Moi, les déceptions, la déception la plus grande que j'ai eue, elle est peut-être finalement liée au caractère des personnages que j'ai trouvé pour le coup assez stéréotypés. Et Willan, en fait, est trop parfaite. C'est-à-dire que Willan, finalement, c'est toujours tout mieux que tout le monde. Elle a une sorte de noblesse, de grandeur d'âme qui contraste avec son âge et qui empêche une forme d'identification. Une grandeur d'âme, mais paradoxalement, elle est pas sympa, quoi. Elle est dure. Elle est vraiment... Elle est dure, mais parce qu'elle est au-dessus de la mêlée, quoi. Ouais, c'est-à-dire que elle va mettre à sa place Edwin, qui lui aussi d'ailleurs est aussi très dur. Elle va rembarrer Salim violemment tout le long du récit. Et ça, je trouve que c'est... Et alors l'autre point, mais qui est lié vraiment à la narration aussi, mais qui est vraiment lié au genre, c'est qu'en fait, il y a tellement de péripéties. C'est-à-dire qu'on a l'impression, littéralement, mais c'est que Gwendalavir, on peut pas faire 10 bornes sans se faire attaquer, quoi. Oui, c'est vrai. C'est et en fait, et avec ce truc, cet effet d'annonce qui est classique, mais c'est-à-dire que Edwin dit attention, dans le coin où nous sommes, il y a des créatures très rares et très mystérieuses que sont les brûleurs. Et évidemment, une fois qu'il dit ça, la nuit même, l'attaque a eu lieu avec un brûleur, quoi. Et on se dit non, c'est fatigant. À la fin, on est là genre, mais comment ils font pour survivre? Et puis voilà. Et puis alors, heureusement, ils ont un personnage ultra cheaté dont il faudrait peut-être vous parler, qui s'appelle Artis Valpierre, qui peut littéralement sauver tout le monde. Et heureusement, parce que franchement, ils ont besoin d'un soigneur dans l'équipe, quoi. Mais parce que en fait, on se dit, mais les Rice ou n'importe quel ennemi sont trop nuls, quoi. Mais oui, il faut dire que la structure du récit, c'est une structure très Donjons et Dragons, c'est-à-dire que c'est un petit groupe d'amis qui a chacun des pouvoirs un peu différents. Donc t'as la Marche Sombre qui est un peu en mode voleur, donc le rôle du voleur dans les trucs de Donjons et Dragons. Il y a Edwin qui est une sorte de paladin surpuissant. Alors non, parce que c'est un pisteur, donc voilà. Il y a plusieurs tanks, c'est genre, je suis désolée, mais là c'est vraiment ça. Ma réflexion. Enfin, moi je connais pas Donjons et Dragons, par contre je connais vachement bien World of Warcraft. Donc pour moi, c'était une quête World of Warcraft. Et Artis, c'est le rôle de... alors, dans World of Warcraft, ça serait un prêtre, c'est un healer. Mais il arrive qu'au 2e épisode. Pour revenir aux personnages, oui, alors ils sont tous stéréotypés. Ils rentrent dans des cases de quêtes de Donjons et Dragons ou World of Warcraft, quel que soit votre référentiel là-dessus. Pour revenir à Willan, moi, ce qui m'a marqué dans ma relecture, c'est que quand je l'ai lu quand j'étais ado, donc j'avais le même âge qu'elle, j'avais cette impression dans le livre le livre de Bottero que si t'es vachement stylée, vachement intelligente, un peu mature et que les adultes te trouvent vachement mature pour ton âge, on te passe tout. Et je pense que ça a été très au détriment de ma vie sociale. Parce qu'en fait, j'avais pas compris que non, dans la vraie vie, en fait, ton intelligence, ta maturité ou ta capacité à avoir 20 sur 20 en maths ne va pas t'aider dans la vie. Je trouve que les personnages de la quête des Willan se répartissent entre les purs losers. Moi, je mettrais genre Bjorn et Salim, c'est un peu les losers des 3 premiers parce que c'est malheureux, mais ils sont pas si doué que ça. Bjorn, il est pas si bon combattant que ça. Salim, c'est juste un adolescent random, alors qui est particulièrement acrobate, donc ça lui permet de se faire entraîner par Elana en tant que marchand. Mais bon, voilà, pendant les 3 premiers épisodes, ils se font un peu bolosser pendant 3. Enfin, les pauvres, quoi. Après, il y a les surpuissants, et dans les surpuissants, t'as d'un côté Willan, et puis t'as Edwin, qui est surpuissant, mais par sa force, étant le seul personne capable, en fait, de tuer des Tzlich, alors que personne n'y arrive à part lui. Il y a Elana qui est surpuissante dans un autre style. Elle a sauvé la vie d'Edwin 3 fois déjà, donc elle arrive à sauver la vie d'un personnage surpuissant. D'ailleurs, c'est un petit défaut du livre par rapport à Edwin, c'est que, mon Dieu, je pense que, j'ai pas compté évidemment, mais vraiment et sincèrement, je pense que comme ça au débeauté, je dirais qu'il y a environ une 30aine, une 40aine d'occurrences ou de fois on précise qu'il est doué. C'est-à-dire que vraiment, c'est chaque page, on t'explique que c'est le personnage le plus doué qui n'a jamais existé et qui n'a jamais foulé le sol de Gwendalavir. Vraiment des gens. Il rajoute un qualificatif. C'est-à-dire qu'au début, c'est juste une sorte de général d'empire, de Aragorn, de classic stuff, quoi. Et ensuite, on se rend compte que il est, il vient des frontières là. Il est frontalier, donc il est pisteur, il est trop stylé. Et ensuite, on se rend compte que pouvoir Tzlich ne peut pas marcher sur lui parce qu'il a le sang de Merlin, et donc comme il a le sang de Merlin, et on peut pas dessiner sur lui, quoi. Et donc à la fin, t'es là genre waouh. En fait, c'est marrant, mais on peut
peut utiliser le terme de Marisu pour Ewilen et aussi pour Edwin. Donc Marisu, c'est un nom péjoratif donné à un personnage de fiction, là féminin, mais là masculin aussi, excessivement idéalisé, très souvent la projection de l'auteur même dans un univers fictif. Alors je sais pas si c'est la projection de Bottero, je pense pas d'ailleurs, mais en tout cas Ewilen, ce qui est intéressant, c'est que donc elle peut tout dessiner, elle peut tout faire, elle a un pouvoir qui est surpuissant, mais heureusement il y a une sorte comme Superman a une kryptonite, elle a un peu de la kryptonite aussi, c'est-à-dire que d'abord en fait dès qu'elle dessine, ça lui permet aux Tslish de la retrouver, donc en fait ils peuvent dès qu'elle décide des hordes d'ennemis sur elle, ce qui fait que on en revient au récit qui est ponctué de elle dessine, ils sont attaqués, elle dessine, ils sont attaqués, elle dessine, ils sont attaqués. Oui, c'est ça. C'est quand même ça pendant bien 500 pages. Et ensuite, il y a des endroits où elle peut pas dessiner, c'est des sortes de comme dans les Ardennes où tu peux capter rien, et elle capte pas quoi, et donc c'est un bel perdu pour les Ardennes. Non, mais oui, et puis surtout, c'est de manière de dégrader l'univers de Bottero. Et il y a aussi des gommeurs qui empêchent de dessiner. Donc, en fait, finalement, elle arrive très rarement à dessiner. Et quand elle peut dessiner, elle dit, ouais, non, mais c'est quand même pas très, très écolo ce que je fais. Donc, on n'a pas le droit je vais pas dessiner parce que ça serait, me remettre en question la balance du monde. Mais après, ce que j'ai aimé dans Ewilen quand même, c'est que, en fait, pour le coup, et ça c'est plutôt bien fait, elle ne ressemble pas à une adolescente de 13 ans. C'est-à-dire que finalement, elle est tellement exceptionnelle, elle est tellement sage, elle est tellement intelligente qu'elle a un côté un peu ovni et finalement on la sent. Et moi, c'est un truc qui m'a marqué, c'est que on la sent très seule. En fait, elle a les rares amis qu'elle a sont des amis qui sont plus âgés qu'elle. C'est Elena qui a 25 ans et Siam qui doit avoir 20 ans. Sa relation avec Salim, elle est toujours très particulière. La relation avec ses parents, bon, évidemment pas développée dans le volume. Et donc c'est un personnage qui est quand même assez, qui est assez marginal finalement, et marginalisé. C'est-à-dire que souvent on attend des choses d'elle. Et en fait, elle se conforme au rôle qu'on attend d'elle, mais on n'a pas accès à son intériorité. Alors c'est peut-être aussi une des faiblesses, évidemment, mais ouais, et je pense que c'est pas une faiblesse, je pense qu'à l'inverse, ça a permis à toute une génération d'adolescents et d'adolescentes, parce qu'elle est très premier degré, elle est très seule, elle sait pas trop, je trouve que là, pour le coup, on en revient à l'hypothèse de lecture qu'il y avait au début, qui est que Bottero a compris quelque chose de l'adolescence. Là, ce qu'il a compris de l'adolescence, c'est cette difficulté à se placer en tant que futur adulte. Ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Moi, ce qui m'a vraiment perturbée, c'est que j'avais une vision très positive d'Ewilen de ma lecture adolescente. Je la voyais comme quelqu'un de vraiment très sympathique, et en la relisant, je l'ai trouvée extrêmement antipathique. Et j'ai vu Salim, donc son acolyte, son meilleur ami qui devient en fait son partenaire amoureux, sous un angle. J'ai vu que tu allais dire partenaire sexuel. Non, et là, j'étais horrifié presque d'imaginer. Non, mais attends, mais on en profite. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. C'est que, alors, c'est très chaste. C'est très, très chaste. Ils s'embrassent même pas. Ou une fois seulement à 14 ans parce que Salim va potentiellement partir pour 3 ans. Voilà. Et Ewilen consent lui accorder un baiser. Mais sinon, c'est tout. Et quand il revient, il lui dit, est-ce que je peux avoir un petit bisou? Et elle dit, hors de question. Et ce qui est très frappant, c'est que elle est pas extrêmement sympa avec Salim, qui est un personnage tragique s'il en est, c'est-à-dire que c'est non, mais je dis ça premier degré, tu rigoles, on ne devrait pas rigoler, c'est-à-dire qu'il raconte son histoire dans le 3e tome. C'est un garçon qui est malien d'origine, je crois qu'il vient du Mali, sa mère est morte et son père s'est remarié, a fait 5 enfants et il est parti au pays. Et voilà. Et donc en fait, il est élevé par sa belle-mère et c'est un peu Cendrillon quoi, c'est comme histoire. Non, c'est très frappant et tu te dis autant Ewilen, elle a une quête des origines qui certes elle est paumée, elle est seule, elle a un côté un peu c'est assez triste comme vie, mais à la fin elle retrouve ses parents quoi et donc elle retrouve son identité, elle retrouve son vrai nom et ça. En fait, Salim, il a aussi une sorte de happy end, c'est qu'il va devenir marchand, donc il devient ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un acrobate plus. Mais quand il est accueilli dans la famille d'Ewilen. C'est ça. Il faut qu'on parle à la fois de féminisme et d'amour dans cette dernière partie de l'émission, c'est-à-dire que là, ce qui est marrant, c'est que donc Ewilen est créé par Bottero un peu pour dire à ses lectrices, je pense, you can do it. Alors là où je nuancerais d'un coup un peu, c'est que j'ai viens d'y penser, mais il y a donc Tara Duncan, on en avait parlé. Ouais. Il y avait aussi Polly Moon, je crois. Qui était aussi pareil, une gamine orpheline douée de pouvoirs magiques dans les royaumes du Nord. Il y a Lyra. Et donc en fait finalement les héroïnes féminines existent. Je pense que ce qui fait que Ewilen justement va au-delà de ça, presque j'ai envie de dire, c'est que en fait moi c'est ce qui m'a marqué d'ailleurs en tant qu'enfant, c'est qu'en fait c'est vraiment pour le coup une saga qui peut plaire aussi bien aux garçons
que aux filles. En fait, la littérature jeunesse, moi que j'ai quand même assez bien lu, elle est très très genrée. Enfin, du moins à l'époque, quand je lisais, elle était très très genrée. Moi, je lisais des sagas pour filles, genre Cathy Engine, et je lisais aussi des sagas pour mecs, genre Eragon. Ouais, j'ai lu tout Cathy Engine, on pourra en reparler si tu veux. Mais le truc, c'est que, et moi je lisais ça quasiment indifféremment parce que, en fait, voilà, j'étais lecteur. Mais il se trouve que Ewilan, et c'est drôle qu'on en parle, enfin qu'il y a à la fois toi et moi, parce que Ewilan, ça parle à beaucoup de monde. C'est-à-dire que, en fait, certes, le personnage principal, enfin il y a des personnages féminins très forts, mais il y a aussi des personnages masculins qui sont forts. Et c'est ça qui fait, je trouve, la richesse. Alors que parfois dans les sagas justement, souvent marketées presque ou pour filles, il y a vraiment un truc qui est très très, enfin, c'est-à-dire que c'est un gang de copines quoi, genre les witch quoi. Pour faire le lien avec ce que tu viens de dire sur la littérature féminine de jeunesse et tout ça, la littérature féminine de jeunesse, en tout cas aujourd'hui, ce qui est impressionnant, c'est que c'est une littérature romantique au sens amour. La romantasy. Et ouais, c'est vrai. Bah voilà, la romantasy, c'est vraiment ça, tu vois. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la question de l'amour est pas centrale. Alors, il y a plein de couples qui se forment. Là, les gens sont amoureux, en fait, en voilà. Mais c'est toujours fait de manière un peu détournée, un peu. On est censé un peu imaginer par nous-mêmes ce qui s'est passé. Et un autre truc qui est très frappant, c'est l'importance de l'amour courtois dans la formation des couples. C'est-à-dire que on a des hommes un peu en adoration devant des femmes qui sont très mystérieuses, alors Ewilan jamais ne verbalise son amour pour alors que Salim, il t'en fait, ah putain, tu sais, ok, moment confession, le passage dans le 2e tome où Salim pense que Ewilan va mourir et il lui fait une sorte de déclaration d'amour de dingo. Moi, à mon grand âge de 30 ans, j'ai lâché une larmichette. Quoi, c'est vrai? Mais grave, je sais aussi. Mais c'est touchant. Mais attends, mais tu pleures facilement peut-être. Oui, je pleure assez facilement. Ouais. Mais je pense que en plus de ça, c'est une littérature qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, donc c'est pas n'importe quoi. Mais moi aussi, j'étais un peu touchée. Est-ce qu'on irait pas ce passage? Ouais, parce qu'on a lu 0 passage. Non, on a lu 0 passage. Mais la question, c'est du bout des doigts, le garçon effleura sa joue. Il ne l'avait jamais touché ainsi. Et lorsqu'en réponse, les grands yeux violets se posèrent sur lui. Une digue, c'était quelque part dans son cœur. Un bref frisson d'abord, puis une vague d'émotion qui balaya toute appréhension. Il s'entendit lui parler comme si personne d'autre n'avait jamais été là pour l'entendre. « Où tu veux, Camille ?» chuchota-t-il. « J'irai où tu voudras. Je te suivrai partout, même dans les étoiles. Je veux juste que tu saches que vivre sans toi m'est impossible. Alors je t'en supplie, ne meurs plus. Parce que sinon, moi, je vais mourir pour de bon. Parce que la vie sans toi n'a pas de sens, pas de goût. Parce que sans tes yeux, je suis aveugle. Sans tes mots, je me perds. Parce que sans toi, mon âme est nue. Sans toi, je ne suis rien. Parce que je t'aime. » Sa voix, malgré lui, avait porté, et ses paroles avaient été reçues dans un silence complet. Il s'en moquait. Elle le fixait, et, dans ses iris, il lisait les étoiles dont elle avait parlé. Et elle ne répond pas. Et elle ne répond pas, elle reste muette, mais le texte sous-entend quand même qu'elle reçoit sa déclaration, etc. Oui, qu'elle est pas genre... C'est vrai que ce qu'on peut noter quand même, c'est que pour de la littérature jeunesse, pas si mal écrit que ça, moi je trouve. Non, moi je trouve que c'est joli. Mais pour revenir à cette histoire de corps et de négation du désir, ce qui est marrant, c'est que je pense que l'amour courtois a un rôle assez pratique dans la littérature jeunesse, c'est que ça évite le sexe. Oui. Ça évite le passage à l'acte en fait. Et donc c'est pratique, tu peux l'offrir à tes enfants, tu te dis pas waouh, alors qu'aujourd'hui c'est le cœur des débats sur la littérature jeunesse. Oui, c'est vrai, c'est peut-être pour ça que l'éducation nationale aime bien Ewilan, c'est que c'est une œuvre qui reste assez chaste. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez frappant comment il y a cette dualité entre Salim qui fait un peu le zouave de temps en temps, qui fait un peu le clown, et qui finalement est capable d'une telle émotivité, d'une telle émotion plutôt. Et le fait que Camille, elle est toujours un peu froide avec lui, toujours un peu dans soit elle se moque de lui en le traitant de mollusque, soit elle dit pas grand chose, juste elle le regarde avec ses grands yeux et ça suffit. Et ça c'est quand même je pense pas ultra sain. Les personnages sont quand même des handicapés sentimentaux d'une manière générale, puisqu'en fait c'est vrai que la question du couple est une des questions fondamentales. Et d'ailleurs il y a une scène qui le suggère volontiers, je crois, dans le volume 3 où vraiment, mais c'est à la fin du volume 3, c'est la conclusion, c'est une des conclusions du texte, c'est-à-dire voilà, en gros, ça permet de faire plein de couples. On a Elena Edwin, on a Mathieu Siam, et on a... Et d'ailleurs, ça me dit, dis donc, il y a plein de couples, et nous? Et Ewilan de ne pas répondre précisément, et de faire un sourire en disant,
Et Genre non, on est encore trop jeune, tu vois. Si, elle dit quand même, si, il y a quand même quelque chose qui vraiment suggère, enfin, encore une fois, là où elle est pas passive, c'est que justement, en fait, elle en dit très peu, mais elle en suggère beaucoup, quand même. Ah oui. Ah, mais alors, voilà. Là, c'est vraiment, et là, je tiens à dire, c'est la dernière page du 3e volume, donc, autant dire que c'est quand même l'excipit, c'est important, quoi. À quoi penses-tu? Donc, excuse-moi, et Willan qui parle, enfin, c'est, Salim qui parle et Willan. À quoi penses-tu? À tous ces couples qui se sont formés ou retrouvés en quelques mois. Mes parents, Edwin et Lana, Mathieu et Sam aussi. Et qui d'autre? Et après ça, Salim. C'est tout. C'est tout? Bah oui, c'est tout, c'est déjà pas mal, non? Il y eut un lourd silence. Salim avait du mal à cacher sa déception. Il soupira. Et Camille éclata de rire et donna une tape sur l'épaule. Salim! Espèce de mollusque! Il faut savoir lire dans les yeux des filles, pas seulement écouter leurs paroles. Salim sursauta. Tu veux dire que? La voix de Bjorn monta jusqu'à eux. Le repas est prêt, les amoureux. Tu vois, même Bjorn s'en est aperçu, se moqua-t-elle. Alors qu'en dis-tu? Je ne te suffis pas comme aventure. Ça, c'est quand même pas mal comme phrase en vrai, parce que ça suggère que la véritable aventure, c'est l'amour. C'est l'amour. Et non pas les 1000 pages qu'on vient de se taper. Avec les fiches, les rice, retrouver le royaume, tous les deux. Je pense qu'il faut qu'on finisse cet épisode sur un truc quand même, c'est les noms claqués au sol. Horrible. On s'excuse, hein. On aurait dû s'excuser en amont, mais on va s'excuser en aval. C'est que vraiment les noms, entre Gwendalavir, Edwin, Marchombre et Willan. Alors en fait, c'est vrai que c'est une, comme vous l'avez peut-être sûrement remarqué, et comme je le disais à Léa, c'est que en fait moi, dans ma tête d'enfant, j'ai toujours prononcé Gwendalavir, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à dire Gwendalavir. Et par ailleurs, il y a plein de noms que j'ai jamais prononcés. Par exemple, l'analyste, je crois qu'il s'appelle Duomfildwerg, mais je sais pas trop parce que, en fait, pour moi, c'est juste assemblage de syllabes compliquées. Je vais pas prononcer. Et de fait, moi, je trouve qu'il y a une sorte de pauvreté un peu. Alors, j'ai honte de dire ça presque, et je m'en excuse auprès de Pierre Bottero et de ses héritiers, mais Alvor, Altor, Almor, Alpoul, Gilles Jaja, Gilles machin. En fait, voilà, c'est vrai que les noms. Et pourtant, c'est drôle parce qu'il fait tout un passage à la fin en expliquant comme ça une sorte de vérité onomastique. Et Marchombre, c'est une belle trouvaille. Moi, Marchombre, j'aime bien. On voit, d'ailleurs, on sait qu'on doit prononcer Marchombre et pas Marcombre parce que on imagine la marche et l'ombre. Mais sinon, il y a plein d'autres noms où genre, Oui, et puis ça permet, alors c'est intéressant parce que ça permet parce qu'en fait, bon, disons-le, Gwendalavir, c'est quand même très copié copié, c'est trop dur, mais c'est inspiré. Extrêmement inspiré de Tolkien, et je pense un peu j'en sais rien, mais ça me donne l'impression, bref, c'est un univers de fantasy. De fantasy classique. Et donc, évidemment, tu peux pas parler d'elfes, donc ils donnent un autre mot pour ces petits, on a même les faëls. Les races, bon, moi, j'ai l'impression que c'est plus ou moins des orques. Enfin, voilà, il y a plein de personnages, ils ont un autre nom au lieu d'un autre, mais bon, on est quand même dans d'ailleurs, moi, j'aimerais bien, c'est un truc que je lance comme ça aux éventuels auditeurs de Torchon, parce que, en fait, donc, j'ai lu beaucoup d'heroic fantasy, et il y a un point qui m'intéresserait vraiment, savoir le point de vue, en fait, des races, des orques. Du bien général, dans toutes les sagas, on a comme ça des créatures random qui sont là que pour mourir, et qui sont nuls. Et moi, je me dis, mais c'est quoi leur vie? Enfin, concrètement. Alors, à un moment, on voit qu'ils ont des habits, ils ont même des caleçons, puisqu'en fait, les filles, d'ailleurs, c'est une scène psychanalytiquement parlant qui est assez marquante, ou assez forte, où en fait, Siam et Willan vont chacune déshabiller un ennemi au lieu de le tuer. Et il est question, comme ils ont des habits, ils ont des caleçons, et à un moment, on dit, oh non, on n'enlève pas le caleçon, parce que il y a des horreurs qu'on ne voudrait pas voir. Et oui, parce que c'est des sortes d'hommes porcs. Oui, mais il y a évidemment cette peur de la sexualité qui surgit aussi derrière ah non, ne tuons pas. Oui, et puis surtout, c'est fascinant d'ailleurs de voir ça, même si l'horreur, parce que, il faut le dire, il y a des scènes quand même, enfin, il y a des meurtres, des cadavres, en veux-tu en voilà. L'horreur de la guerre est montrée, et d'ailleurs au début même, c'est précisé, Salim est écarté de la scène, et puis au bout d'un moment, on tue à tire-larigot. Et pourtant, moi, ce qui me fascine ça, c'est donc quand même des scènes qui sont d'une violence inouïe. Les personnages, il y a un discours un peu cliché sur non mais t'inquiète pas, t'as tué ton premier ennemi, tu vas tuer plein d'autres, YOLO. Et puis mais ils se sentent un peu mal. Moi ça m'a étonné. Oui, c'est vrai. Mais oui, tu pas gratuitement parce que ce sont quand même des héros. Mais moi je vous dis, quand on tue comme ça à ce point-là, bon bah quelque part la sexualité fait partie aussi de mais en fait dans la littérature jeunesse, en somme on a le droit de tuer, mais on n'a pas le droit de baiser quoi. Et ça c'est vraiment un truc important. En parlant de cette histoire de caleçon, moi ça me fait penser à dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un passage où il y a un orc ou un Orokai qui fait
les elfes sont sur le menu ou un truc comme ça, et donc il y a quelqu'un qui se dit mais s'il connaît la conception du menu, ça veut dire qu'il y a des restaurants ou alors des sortes de cantines. À quoi ça ressemble une cantine d'orques, ou à quoi ça ressemble un restaurant d'orques? Et donc évidemment c'est la limite de la fantasy. Et là je tiens à le dire quand même, parce que chez Tolkien, alors dans le film de Peter Jackson, il y a des choix qui ont été faits, et ce choix de gommer un peu la civilisation orque, si j'ose dire, a été fait. Mais dans les livres, il y a 2-3 passages où en fait on voit un peu les modes d'organisation des orques, et on voit notamment la hiérarchie sociale, et même le fait que les orques s'interrogent même par rapport à Sauron, en se disant bon, il y en a plein qui meurent tout le temps là au nom de Sauron. Est-ce qu'on continue à mourir au nom de Sauron? Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais. Tolkien. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question de genre il y a beaucoup de choses dans Eowyn qui font pas de sens. Elle a des pouvoirs surhumains, mais elle s'en sert toujours pas super bien. Donc bref, il y a un côté où c'est le truc avec la fantasy, c'est que tu peux avoir une critique littéraire, tu peux avoir une lecture pour essayer de chercher le loophole dans le. Mais ça, on va pas le faire. Non, on va pas le faire. Et je pense que d'ailleurs c'est 20 mois. Alors moi, ça m'arrivait maintenant davantage en tant que lecteur quand j'étais ado de le faire. Et ça, ce qui est dommage en fait, c'est quand ça vient malgré toi. C'est-à-dire que quand malgré toi, tu te dis mince. Alors que moi, je suspends volontiers, ma crédulité mon incrédulité plutôt par rapport à un récit de fantasy, quoi. C'est pas le problème. Mais quand en dépit de nous-mêmes, on se dit c'est pas très crédible, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Bon, alors bonne surprise ou alors vrai torchon? Quoi qu'il arrive, une bonne surprise. Je ne pourrais pas dire autrement, parce que évidemment que Eowyn a une place très particulière dans mon cœur, et que je suis plus le public cible, malheureusement, mais vraiment, si vous avez des enfants, faites-leur lire Eowyn, oui, quoi. Et même lisez-le vous-même aussi, non? Mais en même temps, ça se lit vraiment avec un plaisir. En fait, c'est marrant parce qu'il y a tout un discours aujourd'hui de genre on est sur nos téléphones, on est sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'on lit plus. Mais je me suis retrouvée à lire ça comme si j'étais sur TikTok, quoi. J'étais dans un oui, c'est ça. Ouais, et donc c'était vraiment une expérience ultra agréable. Non, mais alors c'est vrai que pour le plaisir de lecture, ça c'est très important quand même de le signaler. Je suis encore convoqué un souvenir de jeunesse, mais quand j'ai découvert Eowyn, je pouvais tellement pas m'arrêter ou m'empêcher de lire Eowyn que j'avais adopté une stratégie. C'était en fait de faire mes devoirs en lisant Eowyn. Et en fait, ma question, c'est que j'avais le contrôle, je me rappelle, le contrôle de géographie, j'avais le lendemain. Je me disais, ok, je lis 3 chapitres. Je relis mon cours de géographie. J'ai 3 chapitres, je relis mon cours de géographie. On lit ça, on dévore ça, quoi. Oui, ça se dévore, c'est vrai. Et moi, j'ai retrouvé un vrai problème que j'ai eu quand j'étais ado, c'est que j'arrivais pas à m'arrêter. C'est-à-dire que là, fin décembre, il y a des moments où genre j'arrivais pas à dormir, parce que non seulement j'arrivais pas à m'arrêter de le lire, mais en plus de ça, une fois que je fermais les yeux, j'étais tellement encore dans l'histoire que j'avais un peu des petites insomnies en début de sommeil, parce que j'y arrivais pas, quoi. Moi, je trouve ça très marrant, l'idée que, à la fois, je l'ai lu en me disant, bon, il y a vraiment des personnages qui sont faibles, il y a des trucs, une sorte de critique un peu, genre, informée, d'adulte, mais malgré tout, malgré mon côté, en plus, mauvaise foi de torchon, j'ai quand même passé un temps, j'ai quand même pris énormément de plaisir, et j'ai retrouvé un plaisir de lecture qu'on a un peu moins quand on lit des livres, je sais pas, pas de littérature jeunesse. Désolée, mais quand on lit Houellebecq, on n'est pas en train de genre kiffer, quoi. Donc c'est pas la même chose. Malgré tout, est-ce qu'on lirait pas quelque chose à la place? Alors moi, je recommanderais volontiers à ceux qui ont aimé jeune La Quête d'Eowyn de lire La Horde du Contrevent de Lan Damasio. Il se trouve qu'il y a des scènes en fait dans Damasio que je pensais dans Eowyn et inversement, parce que les deux univers en fait fonctionnent à peu près de la même manière. La narration est évidemment très différente. Vraiment, La Horde du Contrevent, pour moi, c'est une sorte de prolongement, et d'ailleurs, La Horde du Contrevent a aussi une portée métapoétique évidente qu'avait déjà Eowyn. Donc vraiment, si vous aimez Eowyn, lisez Damasio. Alors, moi, ce que je lirais à la place, pas à la place justement, mais après, c'est, j'étais ravie de découvrir ça, c'est la thèse de Florie Morin, parce que Florie Morin, en 2022, c'est une chercheuse en littérature qui a fait sa thèse sur la fantaisie jeunesse chez Pierre Bottero. Donc sa thèse s'appelle Itinéraire des figures féminines de la fantaisie jeunesse chez Pierre Bottero, fées, sorcières et chasseresses. Donc j'ai pas tout lu parce que c'est quand même plus de 500 pages, mais j'ai lu pas mal de passages. Elle a mis des mots sur des choses que j'avais un peu
perçu, notamment sur la figure de l'héroïne badass, les trucs comme ça. Enfin, dis pas badass parce que c'est pas très bien dit. Je conseillerais, si vous avez envie d'avoir une sorte d'appareil critique en dehors de juste nous qui sont en train de s'extasier sur notre propre adolescence, de lire quelque chose de peut-être un peu plus sérieux, comme le travail donc de Florie Morin. Et puis après, si vous voulez lire un article critique assez rapide sur Ewilan, vous pouvez vous rendre sur Zone Critique. Il se trouve qu'on a publié notamment un texte par un chroniqueur plus âgé, mais qui revient, qui a fait la même expérience que nous, qui a relu Ewilan 20 ans après. Et son article est très bon, donc je vous le recommande. Et d'ailleurs, on avait parlé également de cette question des mondes parallèles, notre numéro sur l'aventure, il y a maintenant quelques années, je crois que c'était en 2020. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram torchon.podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt.